Le billet politique, Frédéric Seyss, le PS peut-il mourir? Dans cette campagne, plus ça va et moins ça va. Pour le parti à la rose, tous les signaux sont au rouge. Certes, les sondages sont toujours à relativiser, ils n'offrent au mieux qu'une photographie de l'instant, mais cette photo-là est peu flatteuse pour le mouvement qui dirigeait la France. Sa candidate est reléguée derrière Jean Lassalle, à moins de 3 points d'intention de vote. Il y a 5 ans, le score de Benoît Hamon, 6,3%, était perçu comme une catastrophe historique. Aujourd'hui, le même score ferait figure de succès inespéré. C'est dire comme la décomposition s'accélère. Pour mémoire, c'est le seuil des 5% qui focalise l'attention, seuil à partir duquel l'État rembourse la moitié des dépenses de la campagne, seuil qui évite, sinon la banqueroute, du moins une sévère diète financière. Alors, est-ce à dire que tout est perdu pour le Parti socialiste? Non, il faut se garder de diagnostics trop définitifs. La lente agonie des sondages ne suffit pas à caractériser l'état du parti. Il faut dézoomer et sortir d'un réflexe très 5e République qui veut que la présidentielle écrase tout. Le PS dirige encore de nombreuses collectivités, des villes majeures, Paris, Lille, Nantes, Rennes, une trentaine de départements et des régions, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, entre autres. En somme, le PS est enraciné, perçu comme un amortisseur social au niveau local face à un pouvoir libéral au niveau national, mais dès lors, le risque existe de se transformer en simple réseau de notables peu influents à l'échelle du pays, de suivre en cela la trajectoire du parti radical de gauche, jadis puissant dans les ministères, désormais replié dans les collectivités. Pourtant, au niveau national, un espace politique se libère, se dessine. Dans son programme, Emmanuel Macron reprend des propositions marquées à droite, comme la retraite à 65 ans ou les heures de travail obligatoires pour les allocataires du RSA. Voilà qui offre une occasion claire au centre-gauche ou à la social-démocratie de se démarquer. François Hollande, en meeting à Limoges, a d'ailleurs tenté d'ouvrir cet espace entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, deux candidats qu'il prend d'ailleurs bien soin de ne pas citer directement. Alors aujourd'hui, nous dit-on, les électeurs désabusés n'auraient de choix que de voter au nom de la stabilité pour mon successeur à l'Élysée, dont le programme emprunte les mots et les slogans de mon prédécesseur. Ou de se rallier, au nom d'un vote qui n'aurait rien d'utile, à une démarche perdue d'avance, qui nous écarterait de notre chemin européen, nous priverait de nos alliés, nous isolerait du monde et n'aurait de projet pour la République laïque que la créolisation. Eh bien non, il y a un autre choix, et ce choix-là, c'est celui d'Anne Hidalgo. Et l'ex-chef de l'État d'annoncer son retour en politique au lendemain de la présidentielle pour, dit-il, redresser la gauche de gouvernement. Un retour qui sonne en fait comme un regret quand il voit la social-démocratie au pouvoir dans plusieurs pays européens en ce moment, Espagne, Portugal, coalition en Allemagne. Une nostalgie aussi sans doute de l'influence passée. Souvenez-vous, les congrès socialistes, les universités d'été de La Rochelle, ces sujets incontournables dans les médias, traités quasiment comme des séries télévisées à suspense. Alors le Parti socialiste a en fait jouer un rôle de pépinière dans la démocratie. Dans cette élection présidentielle, sur 12 candidats, 3 ont eu un jour la carte du PS dans leur poche. Hidalgo, Mélenchon et Macron. On pourrait dire que le Parti socialiste mène à tout, à condition d'en sortir. Merci. Frédéric Seyss pour ce billet politique. On va faire réagir les autres journalistes présents dans ce studio 8h20 sur France Culture. 7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, parce que l'on évoque ce matin la politique vue par de jeunes journalistes s'exprimant sur YouTube ou sur différentes plateformes comme Twitch. Nous sommes en duplex avec Usul, en compagnie de Gaspard G et avec Léa Chamboncel. Vous venez de publier Plus de femmes en politique aux éditions Belfond. Léa Chamboncel, puisque il y avait un discours à la fois chez Usul et chez vous sur la place d'un certain nombre d'idées qui pouvaient passer pour des idées de gauche. Comment expliquer dans ce cas la situation du PS, si vous êtes d'accord avec le constat fait par Frédéric Seyss il y a quelques instants? Alors, je suis parfaitement d'accord et j'ai beaucoup aimé la conclusion. C'est vrai que si on veut faire quelque chose du PS, il faut en partir, vraisemblablement. Je vais convoquer une théorie de Jacques Rancière pour vous répondre, qui est celle du consensus, de comment en fait la gauche s'est enfermée dans un consensus qui fait un peu plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, je pense sincèrement que c'est le cas du Parti socialiste, mais c'est un peu le cas aussi de ce que est en train de faire Yannick Jadot dans une certaine mesure.
c'est-à-dire essayer de faire un peu plaisir à tout le monde. Et quand on veut faire plaisir à tout le monde, au bout d'un moment, on perd ses repères idéologiques, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec le PS. Pour le moment, le PS est en train de... le discours de François Hollande est assez évocateur sur ce point. Il est en train de vivre en pleine nostalgie, de se dire, en fait, le PS, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça ne peut pas mourir. Je veux dire, lorsqu'ils ont mis la clé sous la porte à Solferino, ça a été un traumatisme pour beaucoup de militants. Et il faut savoir qu'il y a encore ces personnes qui finalement avaient du poids en politique en France, qui n'acceptent pas de se voir dépassés et qui n'acceptent pas de ne plus avoir de poids politique. Donc ça, c'est la réaction vraiment de François Hollande de revenir sur le devant de la scène en disant non, finalement, je vais quand même soutenir Anne Hidalgo. Et puis en plus, pourquoi pas dans la foulée essayer de reconstruire la gauche, est quand même assez symptomatique à cet égard. Gaspard G, vous en pensez quoi? Parce que on avait l'impression en écoutant vos camarades que les jeunes étaient tous à gauche. Vous, par exemple, comment vous situez-vous par rapport à ça? Mais je pense qu'en effet... Alors, je pense que ce sont les idées de gauche qui peuvent aujourd'hui, traditionnellement, ancrées à gauche, qui intéressent aujourd'hui de fait la jeunesse. On le voit à travers les sondages IFOP sur la jeunesse. Ipsos, ce sont des jeunes. Les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la cause climatique, s'intéressent aux droits LGBT, aux droits des femmes, à plus de droits humains. Donc fondamentalement, ce sont des idées qui sont plutôt ancrées à gauche. Maintenant, le fait est que... on va se répéter, parce qu'une partie de ces jeunes, pardon, je vous coupe juste un instant, une partie de ces jeunes peuvent estimer défendre des idéaux de gauche, mais votent à droite, voire pour certains à l'extrême droite. Parce que beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui abstentionnistes dans les urnes et ne font pas le pas d'aller montrer leurs idées, peut-être réellement leurs convictions, leurs préoccupations au sein des urnes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi, voilà, Léa, tu le disais, une responsabilité de la part de certains partis politiques qui n'ont pas su s'emparer correctement de ces sujets. Alors, il y a différents acteurs. Aujourd'hui, on voit Raphaël Glucksmann, député européen, prôner et être un espèce de défenseur des droits humanistes sur Instagram. Il y a un militantisme, oui, c'est pas quelque chose qui est ancré dans un parti, mais enfin un espèce de néo-militantisme qui s'inscrit sur les plateformes. On partage des idées, des posts sur ces idées. Mais derrière, en effet, beaucoup trop sont abstentionnistes, beaucoup trop peu font le choix d'aller au sein des urnes. Il y a une responsabilité certainement des partis, et puis peut-être aussi un petit peu de l'école. Léa, tu le disais, il y a peu de... Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez d'éducation civique, peut-être un problème aussi au niveau des médias traditionnels qui n'ont pas su correctement faire intéresser les jeunes à cette politique. Et c'est pour ça que le rôle des nouveaux acteurs aujourd'hui sur les médias est hyper important. Et certainement aussi un petit peu une responsabilité des jeunes où il faut vraiment les inviter aujourd'hui sur votre antenne à aller voter au premier tour le 10 avril prochain. Usul, même question, parce que si on prend les idéaux des jeunes, en admettant par exemple que ceci soit, je ne sais pas, la liberté, la démocratie, on voit par exemple que ces idéaux, ils sont défendus à tort ou à raison, c'est vous qui me donnerez votre point de vue, par des personnes situées à l'extrême droite. Toute la pandémie a montré que ces idéaux, qui pouvaient être classés originellement à gauche, ils pouvaient très bien être aujourd'hui défendus par des gens à droite, très à droite. Oui, alors là, si on parle du mouvement anti-vax, etc., c'est pas du tout un mouvement de jeunes, hein. C'est au contraire, c'est beaucoup plus un mouvement de boomers, ça. Donc, je sais pas, moi, je voulais plutôt réagir sur Vous êtes sûr, enfin, je ne connais pas la composition sociologique exacte du mouvement des anti-vax, mais vous êtes sûr que vous ne qualifiez pas de boomers, par exemple, des mouvements qui ne vous plaisent pas ou qui vous paraissent éloignés de vous-même? Ah bah non, mais en plus, on a vu les images dans des cortèges, des manifestations, etc. Les cheveux sont gris. Vraiment. Mais moi, je voulais réagir au biais de Frédéric Seyss, parce que sur le PS et sur le fait qu'en effet, il y a des idéaux de gauche dans la jeunesse et qu'on ne s'y retrouve pas dans le PS, etc. Faut rappeler un événement aussi qui a été un événement de politisation pour une partie de ceux des trentenaires d'aujourd'hui, ou même de ceux parce que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le mouvement contre la loi travail. Quand on s'est politisé, quand on a commencé à s'intéresser à la politique, c'était concomitant avec Nuit debout, toute cette époque-là qui a politisé pas mal de gens, eh bien, c'était contre le PS aussi. Donc, c'est aussi pour ça que le PS n'est pas tout à fait identifié comme un parti. Qu'est-ce que ces gens-là, pardonnez-moi, je vous coupe, qu'est-ce que ces gens-là reprocheraient au PS? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, pour le Parti socialiste, Usul?
Déjà, bon, le PS est devenu, de toute façon, Frédéric Seyss l'a très bien dit, un parti de notables, un parti de cadres. Le PS, c'est là où on va si on sort de Sciences Po et qu'on veut travailler dans les collectivités territoriales et avoir des postes et des machins. Mais concrètement, déjà, le PS, depuis très longtemps, a quand même largement abandonné une culture militante, proche des luttes. C'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Savicki qui travaille là-dessus. Donc, n'a pas été capable aussi d'intégrer les luttes qui étaient en cours, notamment dans la jeunesse. Quand on entend Anne Hidalgo dans Le Point dire je ne ferai pas campagne sur le wokisme », alors déjà, elle utilise les mots de la droite pour désigner un ensemble de luttes qui sont précisément les luttes qui mobilisent le plus au sein des jeunes générations. Encore une fois, pas tous les jeunes, Usul. Il y a des jeunes chez Zemmour qui, à mon avis, ne se sentent pas concernés par ce type de sujet. Évidemment, mais il y a toujours eu des jeunes de droite. C'est pour ça que Léa commençait en disant il y a des jeunesses, c'est vrai. Mais les jeunes de droite, en effet, il y a une radicalisation des jeunes de droite. De la même manière que dans les années 30, les jeunes de droite, pour faire chier papa, ils préféraient aller dans les ligues d'extrême droite. Voilà, un petit mouvement de rébellion. Quand l'extrême droite revient, évidemment, elle recrute d'abord dans une jeunesse qui a envie d'en découdre et d'être plus radicaux, d'être plus radical que ses parents. Il y a toujours eu des jeunes de droite. Mais si on regarde la sociologie des jeunes qui collent pour Éric Zemmour, c'est une sociologie très particulière. Ce sont des jeunes en école de commerce, sont des jeunes bourgeois qui s'encanaillent, en fait, dans les meetings de Zemmour. Même chose pour la question du féminisme, Léa Chambonseil. Il y a des jeunes qui se réclament, alors de manière explicite ou pas, du masculinisme et qui n'adhèrent pas, je crois, à ces représentations que vous développez, par exemple, dans Plus de femmes en politique, le livre que vous publiez chez Belfond. Oui, tout à fait. Et c'est assez intéressant de voir aussi que c'est un mouvement qui est présent. Alors, je ne dirais pas très présent, parce que je pense qu'il faut aussi mesurer la capacité de nuisance et de résonance qu'ont ces mouvements-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une majorité silencieuse qui, par définition, nous n'entendons pas, qui ne comporte pas quand même ces contre-réactions, qui est typiquement les thèses masculinistes qui sont développées par Éric Zemmour, etc. Mais tout de même, effectivement, il y a un certain nombre de jeunes femmes, d'ailleurs, qui adhèrent à ces thèses et qui les développent. On peut vraiment anti-féministes. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ça vient en réaction à ce qui est en train de se passer. Donc moi, je trouve que c'est plutôt presque une bonne nouvelle, pour tout vous dire, parce que ces mouvements-là, lorsqu'ils sont dormants, ils ne réagissent pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas menacés. En l'occurrence, s'il y a une contre-réaction à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire tous ces mouvements de lutte, que ce soit l'antiracisme, le féminisme, la lutte pour l'écologie et le climat, etc., c'est vraiment qu'il y a une menace, en fait. C'est-à-dire que nous sommes en train de constituer une menace pour un certain nombre de personnes qui ne se voient pas dans ces mouvements et qui voient que finalement ces mouvements sont en train de prendre de l'ampleur. C'est pour ça que cette réaction est violente. C'est pour ça que cette réaction est en fait assez même structurée et assez forte en tout cas audiblement, enfin on les entend fort. Ils protestent de manière très forte. Donc je pense que d'une part, ils ne sont pas forcément très nombreux ou très nombreuses comme on peut l'imaginer. Et d'autre part, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que finalement le combat pour les droits sociaux et les luttes sociales est en train d'avancer. Bon, il y a aujourd'hui une campagne en cours. Quel regard, Gaspard G, portez-vous sur cette campagne, les différentes propositions, sa qualité, son absence de qualité ? Je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai qu'il y a un peu une campagne un peu très très molle, quoi, qui a été complètement laissée de côté aussi par la question qui se trame aujourd'hui en Ukraine. Et ça, c'est chez les médias des vieux comme des jeunes. Je mets tous ces mots-là entre guillemets, évidemment. Mais donc oui, non, je trouve que la campagne est pas foncièrement hyper intéressante. Moi, c'est la première campagne, par exemple, que j'essaye de couvrir sur les réseaux sociaux pour, du coup, les 18-34 ans, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Parfois, c'est peut-être un petit peu... Ça se muscle un petit peu ces dernières semaines, mais enfin, ça a pris du temps à démarrer. J'aimerais juste rebondir sur ce qu'il y a... Pardonnez-moi, il y a des propositions chez les politiques. Alors ensuite, le fait que l'actualité écrase ces propositions... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même, on parlait en début d'émission du renouvellement de la classe politique. Et je pense à une personne qui s'appelle Sandrine Rousseau, qui a été un nouveau visage complet, par exemple, aux primaires des Verts. Les Verts, EELV, qui va certainement plutôt bien scorer, j'imagine, chez les jeunes, puisque aujourd'hui, c'est la préoccupation quand même, le climat, c'est une des préoccupations principales de la jeunesse. Et donc, on va voir si ça va se traduire dans les urnes. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on peut trouver assez
enthousiasmant, j'imagine, des candidatures comme celle de Sandrine Rousseau, qui, au sein des primaires des Verts, de la primaire des Verts, a complètement émergé, a créé une surprise et aujourd'hui va créer un vrai renouveau. Non seulement en termes de représentativité au sein des familles politiques, mais aussi en termes d'idées. Mais aussi en Éric portant Zemmour justement est ces aussi combats. un nouveau visage, pas évidemment médiatique, mais en politique, c'est un nouveau venu. C'est d'ailleurs probablement le principal nouveau venu aujourd'hui parmi les candidats à la présidentielle, Gaspard G. Oui, absolument, absolument, avec aussi des nouveaux. Ça va être hyper intéressant. De toute façon, il va y avoir des maisons, des nouvelles maisons politiques, un nouveau paradigme qui va certainement se créer à partir de 2022, des nouveaux visages qui vont le porter aussi, et certainement plus de représentativité, en tout cas on l'espère, de la part des jeunes au sein de ces nouvelles familles politiques, mais aussi au niveau des idées qui sont présentées et qui, on espère, réconciliera davantage et participera à cette réconciliation des générations avec la politique. Usul, elle se passe comment cette campagne ? C'était intéressant que Gaspard parle de Sandrine Rousseau, parce que ça montre bien à quel point, justement, dans cette campagne, il y a eu des tentatives. Je parlais je parlais du PS qui s'était coupé des mouvements sociaux, etc. Sandrine Rousseau a essayé, elle, d'incarner un certain nombre de ces luttes, dont elle a repris le langage. C'est ce langage militant qui a souvent, qui est très actuel, qui est celui qui est utilisé dans les luttes. C'est ce langage militant qui a souvent choqué sur les plateaux de télé. Oh, mais vous pouvez pas dire ça, quand elle dit j'ai un homme déconstruit, etc. Oui, mais chez les jeunes, ce sont des langages ce sont des mots qui sont en circulation. Donc, en effet, elle a créé la surprise à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, et on pourrait s'inquiéter de se dire, ah, oui, mais quel message a envoyé aussi Yannick Jadot derrière en l'excluant de sa campagne, précisément pour cette liberté de ton qu'elle avait, mine de rien, fini par conserver. Et il y a un autre aussi sur cette question de l'engagement des jeunes, il y a autre chose qu'on peut noter, c'est la primaire populaire, qui a été, mine de rien, une tentative justement de jeunes qui voulaient bouleverser. Bon, mais là aussi, cette tentative, on pourrait dire qu'elle aboutit à un résultat qui est, je vais utiliser le terme le plus neutre possible, déconcertant. Ah oui, non, mais moi j'ai toujours été assez critique de ce truc-là, que je trouvais très start-up, il y avait un peu de genre on a la solution magique, on va mettre les partis d'accord et tout. J'ai jamais été très enthousiaste, mais bon, en tout cas c'est symptomatique du fait que il y a une génération qui a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais Après, attendez, Usul, parce que vous débutez, vous êtes tous les trois d'accord pour dire la jeunesse, c'est un terme, en réalité la jeunesse est très hétérogène, et puis vous finissez par m'expliquer qu'elle est entièrement de gauche, alors qu'il y a de nouveaux visages. Malgré tout, Zemmour, vous en pensez ce que vous voulez, mais s'il y a un nouveau candidat, puisque les autres, sauf Anne Hidalgo, ont tous déjà été candidats, c'est lui finalement la nouveauté dans cette présidentielle. Ah, mais vous tenez à tout prix à me faire parler de l'extrême droite à chaque fois. Non, j'essaye de... Valérie Pécresse aussi est nouvelle candidate d'ailleurs. Non, j'essaye juste de vous faire dire que vos idées, qui sont évidemment respectables, ne constituent pas la totalité du spectre de la jeunesse. Non, en effet, je l'admets bien sûr. Par contre, on peut dire que chez les gens de gauche, en tout cas, on a clairement une jeunesse qui est plus radicale que ses parents et qui s'y retrouve encore moins dans les partis politiques que ne s'y retrouvaient ses parents. Donc c'est évidemment plus de celle-là dont je vais parler. Sinon, oui, on peut pas. Mais c'est pour ça, sinon, je peux rien dire. Si on dit juste les jeunes, alors à ce moment-là, je peux rien dire du tout. Si on garde juste cette catégorie. Donc là, en effet, si vous pouvez dire mes jeunes, par exemple. Oui, bah, c'est pas non plus mes jeunes. Mais voilà, je parle en tout cas des idées qui sont en circulation bien davantage dans la jeunesse que dans les générations précédentes. Léa Chamboncel. Je voulais revenir sur l'actualité et sur la campagne. La guerre en Ukraine, effectivement, vient un peu vient un peu bousculer l'ordre établi d'une campagne présidentielle traditionnelle. Et moi, j'ai l'impression que finalement, ça a permis d'apaiser un peu le débat. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que finalement, les candidats ont dû se recentrer sur des choses fondamentales, ont dû se repositionner sur vraiment leur programme, et que finalement cette guerre qui est un véritable un véritable drame humanitaire et drame pour l'Europe, pour les populations aussi en Ukraine et aux frontières, a quand même permis en fait à certains candidats de se dire ok, donc là il se passe des choses qui nous échappent, il est fondamental que l'on se recentre sur des choses importantes. La question aussi des réfugiés
qui était une question, le prisme de l'immigration, les questions de migration étaient vraiment totalement couvertes sous le prisme de la rémigration, le grand remplacement, etc. Et là, enfin, on parle en fait de notre humanité, de la nécessité d'accueillir des populations qui sont en difficulté. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Et il y a autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est l'exercice du pouvoir. La guerre en Ukraine, c'est typiquement le problème d'un pouvoir excessivement viril et vertical. Et la nécessité de sortir en fait de cet exercice du pouvoir vertical et viril et d'avoir un pouvoir plus inclusif, un exercice du pouvoir plus inclusif, plus horizontal, avec davantage de femmes en politique. Gaspard G. Oui, peut-être pour réagir en effet à l'actualité assez triste. Actuellement, moi, ce qui me frappe aussi, et c'est peut-être un petit peu le cynisme ambiant dans notre génération, et à la banalisation de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Aujourd'hui, les plateformes des jeunes, c'est une nouvelle plateforme des jeunes, en tout cas, c'est TikTok. Et ce qui se passe sur TikTok actuellement est assez déroutant. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes Européens, ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet vraiment de consommer du contenu absolument international. Et TikTok, où il n'y a pas vraiment de barrière de langue, où on est plutôt sur de la musique, bref, tout le monde se comprend sur TikTok et c'est une espèce de moyen de communication assez international. Et aujourd'hui, on peut voir des jeunes Ukrainiens partager leur quotidien, danser dans des bunkers en Ukraine, etc. Et moi, ça me terrifie et ça me fascine aussi de voir des jeunes Français aujourd'hui qui, presque avec cynisme, abordent cette question de la guerre en Ukraine et ont complètement banalisé ça sur leur plateforme au quotidien. Usul, pour ma génération, les événements qui ont partagé des jeunes qui sont aujourd'hui devenus vieux, ça a été par exemple le débat autour de la Constitution européenne, la guerre du Golfe. Est-ce que la guerre en Ukraine, c'est un moment qui pourrait partager précisément l'opinion, alors l'opinion des jeunes comme des vieux, bien sûr? Alors, de ce que je lis sur les réseaux, il me semble que c'est tout de même assez consensuel sur l'accueil des réfugiés, etc. Il y a en effet guerre qu'à l'extrême droite, puisque on y revient. Il y a en effet guerre qu'à l'extrême droite, qu'il y a d'un côté des gens qui continuent à soutenir Poutine et à relayer, parce qu'il n'y a plus que sur les réseaux sociaux d'ailleurs qu'on entend, et sur CNews d'ailleurs, il n'y a plus que sur les réseaux sociaux et sur CNews qu'on va entendre la propagande russe régurgitée par des Français. Donc, mais j'ai l'impression que c'est quand même majoritairement, je veux dire, le Zelensky a séduit, y compris la jeune génération, il n'y a pas de problème. La question du non-alignement de la France, par exemple, là, on peut faire entendre deux opinions, en tout cas des voix différentes, Usul. Pour ce qui est de la ligne de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, oui, bien sûr. Après, je pense que sur ces questions-là, il a pas reculé pour rien, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que en tout cas, il a quand même un petit peu changé la manière dont il en parlait. Je pense que là, c'était quand même assez compliqué pour lui de continuer à parler de non-alignement total, de parler de l'OTAN agresseur. C'était quand même assez compliqué. Donc ça fait pas tellement débat en tout cas chez les jeunes, d'autant plus que la politique internationale, quand je vous disais à un moment que la politique était déjà quelque chose d'intimidant pour des nouveaux entrants là-dedans, la politique internationale l'est encore plus. Mais alors vraiment plus. Et en effet, le succès, Gaspard en a parlé, le succès de Raphaël Glucksmann, moi, m'a vraiment étonné. Il y a des gens qui ne sauraient pas exactement le situer sur le champ politique, mais qui connaissent Raphaël Glucksmann par Instagram. Et il a une puissance de frappe que je ne lui soupçonnais pas sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'il est extrêmement partagé sur ces questions-là. Mais alors, justement, là aussi, Léa Chamboncel, c'est quelque chose de frappant quand on discute avec des jeunes. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, de manière d'ailleurs parfois complètement décalée par rapport à leur place politique. J'ai appris par exemple que le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, était très présent sur TikTok. Un peu trop peut-être. Oui. Et cela lui donne une popularité très forte auprès de jeunes, voire de très jeunes. Est-ce que ça n'est pas à la fois une manière de faire de la politique autrement, mais aussi une manière dont on ne voit pas finalement très bien les conséquences pratiques? Alors moi je trouve que c'est un peu risqué parce qu'en fait ça crée une distinction assez claire entre la personne
et son engagement politique. Quand je parle de responsables politiques qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il faut nous dire d'ailleurs, par exemple, Jean-Baptiste Djebbari, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il fait sur TikTok il fait en fait, il a cette particularité d'arriver vraiment à embrasser les codes de la plateforme, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est assez remarquable. Mais moi, ce que je trouve dangereux, c'est qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on va avoir de la sympathie pour ce personnage, sans vraiment s'intéresser à ce qu'il fait sur le fond. C'est-à-dire que les jeunes vont le voir passer, ils vont se dire « Ah, c'est rigolo ce qu'il a fait, ah, il est super marrant, j'adore, hop, je mets un like, tout ça, je vais partager. » Mais en réalité, savoir qui il est exactement, alors ça déjà, je pense que la majeure partie des jeunes à qui vous demandez qui est Monsieur Djebbari, bon, ils vont vous dire c'est un mec du gouvernement, mais sans trop savoir à quoi il sert exactement. Ça dépolitise en fait la présence sur Internet. Et je trouve ça excessivement dangereux, parce qu'en réalité, on va arriver, et je pense que c'est aussi comme ça que Éric Zemmour, mais aussi d'autres, Jean Massia, etc., sont arrivés à avoir une certaine popularité auprès de personnes très jeunes. Je vois, moi, des adolescents au collège. C'est vraiment hallucinant qu'ils nous disent « Ah, mais il est super sympa, il a fait un rap. » Pardon. Enfin, si vous regardez le fond de ces idées, et ça, c'est gravissime, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est de la rhétorique du mensonge qui est instrumentalisée à travers les réseaux sociaux et auprès d'un public très naïf, très jeune et mal renseigné. Donc je trouve ça terriblement dangereux. Je vous laisse le soin de le qualifier, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, le fait que des très jeunes enfants soient sensibilisés à des discours politiques ou plus qu'à des discours politiques, d'ailleurs, en réalité, à des figures politiques. Exactement, et pas au discours, précisément. Oui. Gaspard G. Après, je nuancerai un tout petit peu en faisant peut-être aussi un peu pas la critique, mais enfin, aujourd'hui, on dit ah, mais dis donc, ça permet. Oui, il y a des choses sur TikTok comme ce que fait Jean-Baptiste Djebbari, qui permettent de dépolitiser un petit peu sa personne et d'abord de mettre en avant une personnalité, la pipolisation de la politique, etc. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit aujourd'hui dans les médias aussi plus traditionnels. Je pense par exemple à cette émission de Karine Le Marchand qui interviewe Marine Le Pen sur ses chats, la télévision, certainement la radio dans un certain sens, et les médias peut-être un peu plus mainstream, comme la presse People, aussi sont un petit peu responsables de cette parler plus de forme parfois que du fond politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi de dire à vos auditeurs, c'est qu'il y a des choses très intéressantes de fond, véritablement, des questions de fond qui sont traitées aussi sur Internet, et que peut-être... Par exemple je pense par exemple, encore une fois, je vais reciter cette émission politique à laquelle on participait tous, qui s'appelle Backseat, qui est diffusée sur Twitch, qui réunit des dizaines de milliers en direct de jeunes personnes qui s'intéressent à ces questions politiques, mais il y a aussi des nouveaux médias qui se lancent, parfois très militants, mais je pense que ça peut être hyper intéressant aussi de la part des médias, peut-être des groupes médias, peut-être aussi du service public, de s'intéresser à ce qui se fait sur Internet pour pouvoir apporter cette rigueur, cette déontologie journalistique et apporter un petit peu, et parfois même des moyens financiers pour pouvoir se dire, tiens, c'est intéressant. Je termine juste là-dessus, mais on parle de la redevance télé beaucoup en ce moment, la suppression de la redevance télé, et les gens justement avec qui on travaillait, se posaient la question sur Twitter en se disant, est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette redevance télé, cet apport direct des Français qui devrait directement aller aujourd'hui au contenu qui est consommé sur Internet, puisque véritablement il y a un contenu aujourd'hui qui est une information qui est distribuée et qui est réalisée par de vrais journalistes, donc ce serait intéressant de s'y intéresser. Usul, un mot de conclusion? Oui, je sais pas, mais il y a des formes accessibles aussi qui manquent parfois, qui vont naître sur Internet. Je pensais, on parlait tout à l'heure des trucs qui sont compréhensibles aussi par les jeunes, les guignols qui ont disparu, par exemple. Ah oui, il n'y a plus de guignols. Il n'y a plus de guignols, et moi je regardais ça, j'étais tout jeune, et les guignols, en le re-regardant... on les accusait déjà de dépolitiser les discours politiques, les guignols. Quand on revoit, c'est extrêmement politique. C'est extrêmement politique, avec des choses très engagées, etc., on peine aussi à retrouver ce genre de... D'avoir fait élire Chirac sur une pomme, par exemple, vous voyez. Oui, mais ça, c'est anecdotique. D'ailleurs, ils s'en sont toujours défendus, mais il est resté longtemps à vision du monde. On se rappelle aussi qu'ils étaient, par exemple, farouchement contre la guerre en Irak. Ils se moquaient de George W. Bush. Il y avait la World Company, etc. Il y avait plein de... Ils se moquaient de la gauche qui était trop molle. Ils se moquaient de la droite, etc. Non, c'était très, très politique. C'était pas seulement on rend Chirac sympathique. Ça, c'était un des dommages collatéraux, on va dire. Mais donc, voilà, ce genre de format aussi, oui, ça manque. Et le problème, c'est que ce genre de format coûte très cher. Et sur Internet, on manque encore de moyens, comme le disait Gaspard. Si on avait davantage de moyens, en effet, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudrait recréer, parce que, y compris, ça s'adresse aussi à un public qui n'est pas encore politisé, mais
qu'on peut politiser avec ça. Un mot de conclusion, Léa Chamboncel. Moi, mon mot de conclusion, ce serait, en fait, Internet, c'est formidable. C'est formidable parce que ça nous permet de vraiment exister et avec des contenus différents. Alors, il y a à boire et à manger, hein, bien sûr, mais moi, je vous invite aussi à vous intéresser à des personnalités politiques moins visibles pour donner envie, en fait, à des personnes. Vous pensez à qui en un nom? Oh, plein de personnes. Je pense à Mathilde Panot, je pense à Yael Braun-Pivet, pour être plutôt Nelly Garnier, pour même citer une républicaine. Enfin voilà, des personnes qui font des choses assez remarquables, mais qui ne sont pas toujours invitées dans les médias traditionnels. Il n'y a pas qu'Internet, il y a aussi les livres. Plus de femmes en politique, c'est le livre que vous publiez chez Belfond. Merci Usul, Léa Chamboncel et Gaspard G.